une grande table des idées imaginée aujourd'hui par Lucas Bretonnier, préparée par Rosanna Chauvin. Que se passe-t-il? Un voyage aux frontières de la vie. S'il y a des E.T., ils devraient nous envoyer des messages, ou peut-être même être ici déjà, mais il y a pas d'évidence scientifique vraiment fiable pour affirmer ça. Donc, il y a quand même ce silence inquiétant du cosmos. On essaie d'écouter, mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le programme SETI, où on écoute des messages radio d'autres êtres intelligents, mais pour l'instant, le ciel est silencieux. Le ciel est silencieux, nous dit l'astrophysicien vietnamo-américain Trinh Nguyen Thuan. Face au silence du ciel, elle cherche aussi sur Terre les preuves d'une vie extraterrestre. Avec nous aujourd'hui l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, dont les expéditions dans les milieux extrêmes nous font voyager aux frontières de la vie, pour reprendre le titre du livre qu'elle publie au Seuil. Elle a suivi des yeux, rover, sur Mars. Elle dirige aujourd'hui le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis. Elle a étudié les lacs anciens de Mars, s'est rendue dans les Andes chiliennes, en haute altitude, pour chercher des traces de vie au-delà de la Terre. Ce n'est qu'une petite parcelle de tout ce qu'elle a pu voir ou faire. Nous sommes des nomades, écrit-elle. Nous sommes des nomades évoluant entre ciel et terre, essayant de comprendre nos origines et notre destination. Nous sommes de minuscules géants, avançant les yeux grands ouverts, émerveillés comme des enfants, explorateurs par nature. Bonjour à vous, Nathalie Cabrol. Bonjour. Merci d'être avec nous. Depuis combien de temps, vous naviguez entre ciel et terre ? Ça dépend, professionnellement ou depuis toujours. Si... enfin, réellement, j'ai jamais rien voulu faire d'autre, professionnellement depuis 30 ans environ. Parce que vous dites, nous sommes, nous les hommes, des explorateurs par nature, mais on passe pas tous à l'acte pour cette partie de l'exploration. Vous, oui, vous êtes passé à l'acte très vite dans votre tête. C'était même une vocation, devenir exploratrice, aventurière, découvrir, explorer, observer, voyager, découvrir. Pour vous, ça remonte à vos 5-6 ans, quand vous êtes pour la première fois devant la télé, à un poste de télé, et que vous voyez les images d'Apollo sur la Lune. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous voyez ces images? C'était complètement féerique. On voit encore aujourd'hui ces anciens films de 1969 quand Armstrong descend l'échelle. D'abord, il avait fallu attendre très très longtemps. Donc il y avait cette attente. Enfin, la porte du LEM s'ouvre. Et puis l'image est complètement fantomatique. La télé, c'est pas encore la télé d'aujourd'hui. Il n'y a pas la grande résolution. Vous vous souvenez, même au début, l'image est à l'envers. Il faut la remettre à l'endroit. Oui, voilà, exactement. Et puis, il y a une espèce de féerie parce qu'il est tellement... Il y a aussi une opposition. Sa combinaison est tellement encombrante, tellement large, et d'un seul coup, on le voit qui se met à sauter. Il est en apesanteur et il semble tellement léger. Donc, je pense qu'il y a toutes ces images et ces espèces d'opposition et ce paysage lunaire qui est gris, la télé est en noir et blanc. C'est quelque chose de féerique pour une petite fille. Et Armstrong raconte ce qui se passe, qu'il pose son premier pied, qu'apparemment il ne perd pas l'équilibre, qu'il n'y a pas de difficulté particulière à se mouvoir sur ce sol lunaire. Il dit aussi que le sol ressemble à de la poussière de charbon. Oui. Est-ce que ça allume l'étincelle en vous quand vous entendez ça? Oui, et aussi le fait que quand vous le voyez descendre, il a une dernière hésitation. Quand vous savez l'entraînement par lequel il passe, ce sont des gens qui ont fait de l'armée, qui sont solides mentalement, etc. Et pourtant, il a fait tout ce voyage, il vient d'atterrir, il est le premier homme à se poser sur une autre planète, et le dernier échelon, il hésite. Et l'hésitation, on la connaît scientifiquement, c'est que avant de partir, en fait, c'était mon patron de thèse, Audouin Dollfus, avait fait des études de polarimétrie, c'est-à-dire il essayait de comprendre la nature du sol lunaire, et on savait qu'il y avait de la poussière sur la Lune. On ne savait absolument pas si le LEM allait s'enfoncer ou pas dans la poussière lunaire. Et donc ça restait dans l'esprit d'Armstrong. Et pourtant, il voyait bien que le LEM était posé, il n'était pas enfoui complètement sous la poussière, et il y avait cette dernière hésitation. Et ça, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui reste malgré tout quand on explore. Ça existe, Nathalie Cabrol, le frisson du premier pas. Vous l'avez vécu, connu, ressenti dans d'autres situations? Non, dans d'autres situations. Au sommet du Licancabour, quand j'ai plongé dans le lac, j'ai l'habitude de plonger. J'aime l'eau, c'est mon domaine. C'est vraiment un domaine dans lequel je me sens particulièrement bien. Et pourtant, j'avais une ceinture de plomb de 18 kilos autour de moi. Ça n'aidait pas sur Terre. Mais j'ai hésité pour la première fois à rentrer dans l'eau.
Évidemment, quand je suis personnellement apnéiste, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude d'avoir tout cet équipement sur moi, mais j'étais entraînée, je me sentais très lourde, mais en même temps, j'étais enfermée dans tout cet équipement et pour la première fois, j'ai hésité à rentrer dans l'eau. Et pourquoi? C'est la peur de ce que vous alliez trouver? Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais c'est un rapprochement que je fais avec le dernier échelon d'Armstrong sur le lemme lunaire. Il était entraîné, il était prêt, il savait que tout allait bien autour et pourtant, à la dernière seconde, il y a cette hésitation. Je pense que c'est le franchissement d'un seuil, de ce que vous connaissez à ce que vous allez découvrir et que vous ne connaissez pas encore. Connais-toi toi-même, nous disait Socrate. Les plus grandes découvertes, vous insistez sur ce point, passent aussi par la découverte de soi. Et vous racontez dans le désert d'Akatama, quand vous voyez vos collaborateurs évoluer dans cet environnement-là, qu'ils étaient venus pour participer à un voyage scientifique où notre planète devenait une machine à remonter le temps, écrivez-vous, pour comprendre le passé de Mars. Ils en revinrent aussi avec une plus grande connaissance d'eux-mêmes. C'est à la fois dangereux et nécessaire, nous disait dans la première partie de l'émission le metteur en scène Wajdi Mouawad, de se connaître soi-même. Chez Sophocle, c'est pas la connaissance de la malédiction ou de la vérité qui va tuer Oedipe, nous disait Wajdi Mouawad, c'est la vitesse à laquelle il accède. Il faut aussi prendre le temps de se découvrir, accepter que c'est essentiel, mais y aller lentement. Et puis, quelquefois, l'environnement vous met en face de vous-même très rapidement. La chose qu'il y a dans le désert, et particulièrement dans les Andes et l'Atacama, c'est que, comme je le dis souvent, il n'y a rien pour habiller le désert. Dans le désert, vous êtes en face d'une terre primordiale. Il n'y a pas les artifices qu'on peut trouver dans une ville. Vous avez les arbres qui décorent, vous avez les couleurs, vous avez les personnes qui sont habillées, qui passent. Non, il n'y a rien. Il y a des pierres, il y a les couleurs des minéraux, et c'est la terre primordiale. Et à ce moment-là, vous êtes transporté dans une époque lointaine où les humains n'ont pas nécessairement recours ou la possibilité d'avoir recours à la technologie. On a un petit peu de technologie avec nous, mais on a ce qu'on a amené. On ne peut pas courir immédiatement s'il y a quelque chose qui ne va pas à la pharmacie. On ne peut pas appeler facilement. On a des téléphones satellites, mais ça marche ou ça ne marche pas. On est donc dépendant de soi-même, dépendant de notre force intérieure et dépendant aussi de la cohésion d'un groupe. Et à ce moment-là, on retrouve des valeurs primordiales. Et on apprend à se connaître et à connaître notre réaction en face des événements. Et dans les milieux extrêmes, il arrive quelquefois des choses qui nous poussent à réagir. Et à ce moment-là, on ne peut pas compter tellement sur les autres, il faut compter sur soi-même. Donc très, très rapidement, on apprend à réagir vis-à-vis de cet environnement et on apprend aussi notre place. Et elle n'est pas nécessairement... c'est pas une place qui est petite nécessairement. On est petit par l'échelle. On est petit par l'échelle. Un humain face à un volcan de 6000 mètres, c'est rien. On n'est rien. Mais en même temps, on est complètement intégré. Et ça nous redonne notre dimension, notre participation véritable à cet écosystème qu'est la Terre, de laquelle on se détache de plus en plus avec la technologie, bien entendu. Et comme je l'ai dit, on interagit avec notre planète désormais comme des extraterrestres qui explorent une planète étrangère par la technologie. Et on oublie quelquefois ce rapport, qui est un rapport naturel. On est né de cette planète. Et naturellement, dès qu'on est remis dans un terrain où il n'y a pas de technologie, où il n'y a pas d'artifice, on retourne vers cet échange naturel. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique, une fois qu'on retrouve ça. Oui, oui, c'est ce renversement de perspective auquel vous avez procédé, vous, en cherchant des traces extraterrestres sur la Terre. Oui. C'est peut-être cette curiosité qui nous rend grands, alors que nous sommes petits par l'échelle, comme vous l'évoquiez à l'instant, Nathalie Cabrol. Votre approche, elle est mi-scientifique, mi-philosophique, mi-spirituelle, je crois qu'on peut le dire. Vous semblez être convaincu, et votre parcours le prouve, qu'il faut parfois aussi faire taire nos connaissances et faire des pas de côté par rapport à l'orthodoxie pour trouver. Il faut faire confiance tout simplement à ses intuitions. Moi, c'est encore une fois, pour moi, je dirais c'est quelque chose de naturel. Donc, j'ai jamais questionné cette chose-là. J'ai toujours eu cette approche. J'ai pas de difficulté de passer de la méthode scientifique à une méthode plus intuitive. Je dis souvent que la science essaye de comprendre la nature en la mesurant, alors que la spiritualité essaye d'expliquer ce qu'on ne peut pas mesurer. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il y a simplement deux perspectives différentes.
d'un même monde. Et c'est quelque chose qui, personnellement, me réussit. Je ne sais pas si tout le monde a la même approche, probablement pas. Et pour certains, peut-être que ça n'a aucune importance. Mais pour moi, c'est ma manière à moi d'approcher l'univers et d'approcher notre planète et mon rapport avec les deux. S'adapter, c'est aussi un mot important dans votre parcours. Oui. Apprendre à s'adapter à son environnement, un peu comme les microbiotes. Vous nous comparez à eux, à ces micro-organismes. Il faut s'adapter en permanence à l'environnement qui nous entoure. Pas chercher à lui résister, pas chercher à le maîtriser. Vous racontez un épisode, celui d'un sauvetage périlleux où vous avez frôlé la noyade. Que s'est-il passé à ce moment-là? Vous étiez où? Il y en a un ou deux, donc je ne sais pas auquel vous faites allusion, mais peut-être quand j'avais pas tout à fait 18 ans, et effectivement, je me suis retrouvée dans l'eau pour aller chercher quelqu'un qui était en train de se noyer. Et de manière évidente, la mer était houleuse et j'ai eu quelques difficultés J'ai eu aucune difficulté à rejoindre cette personne, mais j'avais beaucoup de difficultés à le ramener. En fait, je ne pouvais pas. Il y avait trop de courant, c'était trop difficile. Et au bout de quelques temps, il y a un jeune homme qui est arrivé, qui a attrapé la personne en question et l'a ramené aussi avec beaucoup de difficultés au rivage. Et puis ensuite, eh bien, il a bien fallu que je me débrouille par moi-même. Et il était évident que je n'arriverais pas à rentrer au rivage en nageant à la surface. Il y avait beaucoup trop de courant, il y avait beaucoup trop de vagues. Il fallait garder des forces. Et il fallait garder des forces. Et c'est là aussi un petit peu l'expérience de ce que j'avais appris et aussi la connaissance de la nature et comment la nature agit. Et c'est rarement en surface qu'on peut combattre un courant. Et quand on est dans l'océan... il faut savoir qu'en dessous, c'est souvent beaucoup plus calme. Donc, c'est un respect de la nature ce jour-là et des connaissances de la nature qui m'a permis de revenir au rivage en plongeant sous la partie agitée. Mais c'est vrai que c'était un épisode un petit peu, un petit peu frappant et aussi un grand respect de l'environnement. Vous ne pouvez pas interagir avec l'environnement et vous dire on va aller l'étudier, on va aller l'explorer, on arrive avec notre technologie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais par exemple que les micro-organismes que j'étudie, si je pose simplement des instruments et que j'essaye de mesurer tout ce qui se trouve autour, je vais apprendre certaines choses. Mais si je m'assois pendant un moment et que je regarde, je vais comprendre un petit peu d'où vient le vent, d'où se trouve... quel est le taux d'humidité, quelles sont les roches qui sont les plus à même d'avoir des oasis ou des refuges pour ces micro-organismes. C'est une approche différente. Il faut pouvoir comprendre la nature, il faut pouvoir comprendre la manière dont les organismes s'adaptent. Et quand on est dans les environnements extrêmes, on devient des extrémophiles nous-mêmes. Et on se rend compte aussi, où on éprouve ce sentiment d'appartenance que vous racontez bien au fil de vos expéditions, de vos découvertes aussi. Nathalie Cabrol, on l'évoquait avec cet épisode-là de sauvetage, où vous avez appris à ne pas lutter à ce moment-là contre le courant, mais à vous laisser guider ou à l'approcher différemment. Et l'homme, vous le dites, il est un dans l'univers. Nous sommes l'univers et à chaque pas que nous faisons, nous explorons notre propre éternité. Ce sentiment d'appartenance que vous avez pu éprouver dans ces différentes situations, il vous a appris à vous situer sur la Terre dans cet environnement. En quoi c'est essentiel de se replacer au centre, à parts égales, de cet environnement? On voit le résultat, je crois, aujourd'hui des artifices de penser qu'on est extérieur au système auquel on appartient. Je pense l'espèce humaine a acquis suffisamment de technologie aujourd'hui pour pouvoir avoir ce sentiment qu'on est des sortes de demi-dieux et que quoi qu'il arrive, on a une maîtrise complète sur notre environnement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que quoi que ce soit qu'on mette dans le système dans lequel on vit, c'est un système fermé. Et ça va nous revenir. Aujourd'hui, on voit avec le changement de l'environnement, c'est quelque chose qui est passé plus ou moins inaperçu ces dernières décennies, encore qu'il y avait des mises en garde. Mais comme tout système, quand ça commence à s'accélérer, ça devient exponentiel. Aujourd'hui, on commence à voir la courbe qui s'accélère. Donc, il est essentiel de se recentrer et de comprendre notre place dans l'environnement, dans le système dans lequel on est,
pour pouvoir comprendre quelle est cette balance, quel est cet équilibre. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est pas quelque chose qui est un être suprême quelque part. Je suis pas quelqu'un de religieux, mais c'est comprendre quelle est notre place dans cet environnement, quelle est notre place vis-à-vis des arbres, de l'eau, de l'atmosphère, des animaux avec lesquels on partage notre biosphère. Et prendre la responsabilité qu'on a en tant qu'espèce au top de cette biosphère. Donc c'est une époque pour moi qui est critique, dans laquelle peut-être cette crise à laquelle nous faisons face sur la Terre aujourd'hui est la sonnette d'alarme pour nous de devenir enfin une civilisation adulte, de passer cette phase d'adolescence par laquelle on est passé ces dernières années. Mais vous revenez par exemple dans le livre aussi sur l'hypothèse Gaïa que les scientifiques ont bien approchée et que d'autres philosophes comme Bruno Latour ont aussi beaucoup exploré, dans Face à Gaïa notamment, où il revient sur cette idée que l'air, les océans, les glaciers, les sols, tout ça, ça fait partie d'un tout, et que tout ce que nous avons rendu instable aujourd'hui interagit avec nous. On va écouter Bruno Latour sur Gaïa justement. Ma Gaïa, qui est, je pense, celle de Lovelock, autant que je puisse juger en l'ayant lu attentivement, c'est le système Terre, mais ça n'est pas un tout. C'est connecté, mais ça n'est pas un tout. Problème qu'il est très compliqué de faire en sociologie, en politique évidemment, et en sciences. Les biologistes ne sont pas plus armés que les sociologues ou les politologues pour résoudre cette question. La Gaïa historique, c'est une sacrée salope qui s'arrange pour emmerder tout le monde et faire tuer les uns les autres toutes les divinités successives, en commençant par son mari, le Ouranos, qu'elle n'émascule pas directement, mais qu'elle fait émasculer par ses enfants. Donc c'est une figure de conflit. C'est aussi ça qui m'intéresse. Quand vous dites « je fais de la géopolitique », la géo est hors du conflit. Quand vous faites de la Gaïa politique, les conflits sont là. Et vous, votre Gaïa, elle est comment? Vous la décririez comment, Nathalie Cabrol? Ma Gaïa, elle a évolué. Il y a la Gaïa qu'on connaît de Lovelock dans les années 70 et qui parle de ce système dans lequel l'environnement et la vie s'adaptent l'une à l'autre. Aujourd'hui, cette théorie, elle est poussée encore plus loin par des études qui sont faites par des physiciens quantiques en collaboration avec des neuroscientifiques et aussi avec l'intelligence artificielle, et qui ramène non seulement cette notion de symbiose, mais qui l'apporte encore plus loin, puisque la physique quantique nous dit qu'à l'origine, tout est énergie et information, seulement information quand on a une conscience pour décoder l'énergie, et donc ramène la vie à sa plus petite expression, l'expression quantique, et la ramène au début de l'univers. Et il y a plusieurs équipes de recherche à l'heure actuelle qui travaillent indépendamment et qui sont en train d'arriver à des conclusions qui sont assez intéressantes et qui sont similaires et qui nous disent que si on ramène la vie et l'univers à sa plus petite quantité, eh bien l'univers est vivant. Et que la seule différence entre le vivant et le non-vivant, c'est simplement notre incapacité à comprendre ce qui est vivant. C'est donc notre propre limitation. Et ce qui veut dire que eh bien, le thème de Gaïa est même dépassé. C'est Gaïa avec des stéroïdes, si vous préférez. C'est l'ensemble de l'univers est vivant et la vie telle que nous la connaissons est simplement une manifestation ou une des manifestations de la force vitale qui gère l'évolution de l'univers. Mais on comprend ces limitations, parce que c'est vertigineux de se dire ça, de penser ça comme ça, de se penser à ce grand tout logique et cohérent. Ça peut ouvrir des possibles, mais ça peut être aussi extrêmement... c'est vertigineux, c'est absolument vertigineux. Ça ne résout pas le pourquoi. On est d'accord, ça ne répond toujours pas à la question pourquoi l'univers existe, pourquoi la vie est là. Mais ça commence à définitivement faire une percée dans cette notion de vie, de ce qu'est la vie, mais non pas quelle est l'origine de la vie, ce que j'appelle la plomberie de l'astrobiologie, qui essaye de comprendre quelle est la physique et la chimie de la vie, mais véritablement la nature de la vie. Et ça, c'est quelque chose de différent.
Et vous revenez sur cette nuit encore toute petite, où vous vous étiez justement posé cette question-là, déjà du pourquoi, hein, de ce sentiment d'appartenance qui vous avait enveloppé en regardant la nuit, la si belle nuit autour de vous. Et cette question-là, hein, le où, le quoi, le comment, qui s'était transformé en pourquoi. Et c'est ce pourquoi qui continue à vous guider aujourd'hui. Puisqu'on parle de l'environnement, puisqu'on parle de cette nature, parlons quand même des effets du réchauffement climatique sur les écosystèmes. À moins d'un mois de l'ouverture de la COP26, vous faites partie de ceux qui tiraient le signal, hein, le signal d'alerte. Vous comprenez pourquoi beaucoup préfèrent encore fermer les yeux? Il y a les évidences, il y a des gens qui ont des intérêts économiques, c'est évident. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec les carburants fossiles. Et bon, il y a cet aspect-là. Et je dirais que pour certains, c'est un manque d'information aussi. Et il est clair que la désinformation circule beaucoup à l'heure actuelle, elle est facilement répandue. Il y a des moyens, malheureusement, d'atteindre les gens qui ont peu d'informations, peu d'éducation, pas dans le sens où ils ne sont pas éduqués, mais simplement des gens qui n'auront pas naturellement l'envie ou le temps d'aller chercher les informations par eux-mêmes et qui se contentent de lire les grandes lignes. Et puis aussi, c'est confortable quelquefois de lire les choses qui nous rassurent. Alors, quand on dit à quelqu'un, eh bien, les carburants fossiles, ça ne crée pas de problème. La voiture que vous avez, vous pouvez la garder. Vos petites habitudes, il n'y a rien à changer. C'est beaucoup plus gênant de dire à quelqu'un, il va falloir que vous pensiez sérieusement à changer la manière dans laquelle vous vivez. Autrement, l'environnement est en péril désormais. Je crois qu'il y a aussi un problème d'échelle. Les gens ne peuvent pas comprendre comment, à l'échelle individuelle, on peut agir à l'échelle globale d'une planète. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'on est 8 milliards de petites individualités et que chaque jour, chacun d'entre nous, il n'y a qu'à penser aux déchets qu'une seule personne ou une seule famille fait par jour, par exemple. Ça, c'est une première chose. On dit, on va mettre les choses, on va se débarrasser des choses, on va les mettre à la poubelle. On ne les met pas à la poubelle, on fait que déplacer le problème quelque part ailleurs. Quand on met de l'essence dans sa voiture, c'est une voiture. Une personne se dit, mais c'est ma voiture, j'ai une petite voiture, ça ne peut pas faire beaucoup de problèmes. Mais il y a 8 milliards d'habitants, encore une fois. Et tout ça, ça se combine. Et non seulement ça se combine, mais ce n'est pas linéaire. Mais vous, sans extrapoler, on le disait, vous avez fait beaucoup d'expéditions aussi dans des conditions extrêmes. Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux vus réellement qui atteste de ce réchauffement, de ce changement climatique? C'est la modification de l'environnement, ces lacs que j'étudie, que l'on voit s'évaporer à grande vitesse aujourd'hui. On voit leur chimie s'altérer. On voit aussi la vie qui habite ces lacs, qui est obligée de s'adapter ou de disparaître à cause de ces modifications physiques et chimiques qui sont dues à l'évaporation de ces lacs. Le bout de la ligne, c'est que l'eau disparaît. On a une modification des écosystèmes qui sont grands, par exemple dans les Andes, dans les endroits que j'explore, entre 18 degrés de latitude sud et 30 degrés de latitude sud, il n'y a plus un seul glacier, même jusqu'à 6000 mètres. Ils sont en train de disparaître complètement. C'est un problème pour le Chili, bien évidemment, parce que vous avez des tas de millions de personnes à qui il va falloir trouver de l'eau. Il va y avoir une crise de l'eau, et ce n'est pas seulement au Chili, c'est dans le monde entier, parce que les glaciers disparaissent, ils sont en train de s'en aller dans l'océan, ce qui modifie évidemment l'océan lui-même, et puis sa température et la vitesse des courants. Mais on va vers une crise de l'eau. Ça, c'est une des crises principales. La crise de l'eau, elle entraîne des tas d'autres crises. Par exemple, d'abord, la nécessité de trouver d'autres ressources. Je connais bien le problème au Chili, parce qu'ils sont obligés de regarder dans les glaciers couverts de boue, désormais, pour essayer de trouver de l'eau. Mais ça crée aussi des instabilités politiques. Quand l'eau disparaît, les gens ne restent plus, ils s'en vont. Vous avez des migrations qui sont des migrations à l'heure actuelle, en grande partie dues au changement d'environnement. Donc, dans les Andes, c'est évident partout. Vous voyez les lacs disparaître à très très grande allure. Pour ceux qui restent, c'est la vie qui change, c'est les micro-organismes qui disparaissent. On perd des espèces, mais en très grand nombre tous les ans. Il y a des tas d'espèces animales et des espèces microbiennes qui disparaissent.
France Culture avec notre invitée, l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, auteure de Voyage aux frontières de la vie. C'est au Seuil, il est 13h21. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Les terres arides, l'eau qui manque, le maïs qui peut seul être cultivé, ça c'est l'un des thèmes récurrents de la science-fiction et notamment d'un film, Interstellar, film de Christopher Nolan. Dans un proche futur, la Terre est devenue totalement inhabitable, hostile. C'est un peu des indices, des traces que vous avez déjà évoquées et c'est aussi celles qu'on raconte pour l'instant au cinéma et qui pourraient arriver. Comment nourrir les hommes? Aller voir ailleurs, ça c'est un des grands rêves de l'homme, se dire que peut-être d'autres terres, d'autres planètes sont habitables. Aller voir ailleurs, c'est ce qu'on va demander à Cooper, le pilote agriculteur qui va devoir s'y coller. Avec ce fléau, le blé, il y a 7 ans, le gombo, cette année, reste plus que le maïs. Et on en cultive plus que jamais. Mais comme la pomme de terre dans l'Irlande du 19e et le blé dans les grandes plaines des années 30, le maïs va mourir. Bientôt. Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Les Rangers? Dernier composant de notre unique vaisseau orbital polyvalent Endurance, notre toute dernière expédition. Attendez, alors... Vous avez envoyé des gens chercher une autre planète? Les missions Lazare. Ah, c'est réjouissant comme nom. Lazare s'est relevé d'entre les morts. D'accord, mais il a fallu qu'il meure avant. La vie n'est possible sur aucune planète de notre système solaire et il faudrait plus de 1000 années pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est illusoire et encore, je suis gentil. Où ils ont été envoyés? Cooper, je ne pourrais vous en dire plus que si vous acceptez de piloter cet engin. J'ai des enfants, professeur. Alors allez là-haut, allez les sauver. Aller voir ailleurs, coloniser d'autres planètes. Est-ce que notre salut va désormais passer par cela, Nathalie Cabrol? Ce besoin de savoir ce qui se passe au-delà, mais aussi pour se sauver nous, pas simplement par curiosité. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui souvent me met en colère, cette notion d'explorer pour se sauver. Non, notre salvation, elle est sur cette planète ici. L'idée de sauver l'espèce humaine, c'est grandir, mûrir et devenir enfin une civilisation adulte. Notre survie, elle n'est pas d'aller sur Mars quand j'entends des propos qui disent dans 30 ans, on pourra envoyer 1 million d'humains vivre sur Mars. D'abord, ça n'arrivera pas dans 30 ans, mais vous enlevez 1 million de personnes de cette planète aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer? On est 8 milliards. Ça ne va rien résoudre du tout. Et pour moi, explorer, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle, comme un astéroïde géant, par exemple, qui définitivement nous empêche de survivre sur la planète Terre. Dans ce cas, aller sur une autre planète pour sa survie, oui, ça, je serais d'accord. Mais dire que parce qu'on est en train de polluer et d'anéantir un écosystème, on va aller vivre sur Mars ou ailleurs pour notre survie ou pour je ne sais quoi. Non, je suis complètement opposée à cette notion, à ce concept. C'est quelque chose qui, à mon avis, rabaisse l'exploration à un concept qui n'est pas celui que j'ai en tête. L'exploration, c'est quelque chose qui ouvre des horizons. On le fait parfois par désespoir. Il y a des tas de vision de l'Europe, il y a quelques centaines d'années, de gens désespérés qui n'avaient plus rien en Europe et qui sont partis. Mais ce n'est pas le cas ici. On a une planète merveilleuse, on a de la vie partout. Il suffit simplement qu'on devienne responsable. Et peut-être que d'autres l'ont fait. Peut-être qu'il y a quelque part des vies extraterrestres qui ont cherché à savoir si la Terre est habitable. Et Dieu sait comment ils regarderaient notre Terre aujourd'hui de là-haut. Life on Mars, à la manière de David Bowie, vous avez cherché des traces de vie sur la planète Mars sans y aller avec un vol touristique. Vous étiez chef de mission. Vous avez étudié chaque jour depuis le laboratoire de la NASA les données collectées par le rover Spirit. C'était il y a plus de 20 ans. Cette planète Mars qui était déjà au cœur avec son cratère de votre sujet de thèse, Nathalie Cabrol. Et alors, à quelle conclusion êtes-vous parvenue? Pour Mars, pour la vie,
On ne cherchait pas encore, à l'époque, avec Spirit et Opportunité, on essayait de comprendre si Mars avait été habitable il y a 3,5 milliards d'années, au tout début de son histoire. Et les conclusions, oui, on a trouvé les indices, les preuves que Mars était habitable pour la vie telle que nous la connaissons. Et quand je dis la vie telle que nous la connaissons, c'est pas vous et moi, c'est la vie telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire des micro-organismes très très simples. Mais on trouve les ingrédients, on trouve les molécules organiques, on trouve l'énergie. À l'époque, il y avait des refuges pour la vie. Il y avait une atmosphère, il y avait des océans et des lacs. Et puis la surface, la subsurface de la planète aussi reste un abri. On a trouvé tous ces indices-là. Donc, il n'y a pas de doute à ce sujet. C'était écrit dans un livre de pierre, hein, écrivez-vous. Dans un livre de pierre, Cabrol, oui. Ouais. La géologie est merveilleuse pour ça, parce que page après page, on remonte dans le temps. Et ce sont ces mêmes traces de vie extraterrestres que vous cherchez dans vos expéditions de l'extrême sur Terre. Oui, on va dans les analogues, ce qu'on appelle des analogues terrestres, c'est-à-dire des environnements qui ressemblent beaucoup à celui de Mars par le passé. On y trouve la même minéralogie, on y trouve les mêmes conditions d'environnement. Et Mars est loin et on ne peut pas avoir de mission tous les jours pour aller sur Mars. Il y a des fenêtres de tir qui sont limitées. Et donc, pour continuer d'apprendre à comment explorer Mars et essayer de détecter cette vie ancienne qui aurait pu y être, eh bien, on apprend sur Terre. On apprend dans ces milieux analogues, on apprend à développer des instruments, on apprend à reconnaître les signatures de la vie et à les explorer. Voilà, chercher sur Terre, vivre sur Terre, cette Terre qui a encore beaucoup à nous dire et beaucoup à nous donner si on sait aussi la protéger. Vous revenez sur ce pacte tout au long de ce livre qui questionne à la fois ce qu'est la vie et ce qu'est la vie sur Terre et au-delà de la Terre. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Nathalie Cabrol. C'est passionnant. Vous revenez aussi sur ce qu'est être femme en science et toutes ces questions que vous avez pu traverser à travers votre vie d'aventurière, de femme qui ne manque pas d'air, de femme en sciences, de femme de Edmond, de française aux États-Unis, tout ce qui vous définit. C'est un livre qui paraît au seuil. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Jean Guillain-Mège.